Mansfield Park, partie 6, chapitre 3 de la partie 2. Indépendamment de vœux d'amant, le retour de Sir Thomas avait provoqué de brusques changements dans les habitudes de la famille. Sous sa direction, Mansfield ne se reconnaissait plus. Quelques-uns de ses pensionnaires, renvoyés, et la raison de beaucoup d'autres attristés, ce n'était plus que monotonie et mélancolie en comparaison du passé. Une sombre réunion de famille rarement égayée. Il y avait peu de rapport avec le presbytère. Sir Thomas, généralement peu avide d'intimité en général, était particulièrement peu enclin, en ce moment, à voir qui que ce fût, sauf à un endroit. Les Rushworth étaient la seule addition qu'il sollicitait au cercle de famille. Edmond ne se demandait pas pourquoi les sentiments de son père étaient tels, pas plus qu'il ne regrettait quelque chose, à l'exclusion des Grant. Mais eux, fit-il observer à Fanny, ont le droit de se montrer mécontents. Ils semblent nous appartenir, ils semblent faire partie de nous. Je souhaiterais que mon père fût plus sensible à l'attention dont ils ont entouré ma mère et mes sœurs pendant mon absence. J'ai peur qu'ils ne se sentent négligés, mais à vrai dire, mon père les connaît à peine. Il n'était pas encore ici depuis 1 an lorsqu'il quitta l'Angleterre. S'il les connaissait mieux, il les apprécierait à leur juste valeur, car ils sont, en vérité, exactement le genre de monde qu'il aimerait. Nous aurions quelquefois grand besoin d'animation parmi nous. Mes sœurs semblent avoir perdu la raison, et Tom n'est certainement pas dans son assiette. Le docteur et madame Grant nous distrairaient et les soirées passeraient plus gaiement, même pour mon père. « Pensez-vous » dit Fanny. « À mon sens, mon oncle n'aimerait aucune addition. Je pense qu'il réalise la grande tranquillité dont vous parlez, et que le repos de son propre cercle de famille est tout ce qu'il désire. Et il ne me semble pas que nous soyons plus sérieux qu'avant. Je veux dire, avant que mon oncle ne partît à l'étranger. Aussi loin que je me souvienne, c'était toujours à peu près la même chose. Il n'y avait jamais beaucoup de rire en sa présence. Ou s'il y a une différence, elle ne signifie rien de plus que celle qu'une absence a pour effet de produire au premier moment. Il doit y avoir une sorte de réserve. Mais je n'ai aucune souvenance de joyeuses soirées d'autrefois, sauf lorsque mon oncle était en ville. Aucun enfant n'est joyeux, je pense, lorsque ceux qui l'élèvent sont à la maison. « Je crois que vous avez raison, Fanny, » répondit-il, après une brève hésitation. « Je crois que nos soirées sont redevenues ce qu'elles étaient au lieu d'avoir un nouveau caractère. Leur nouveauté avait résidé dans leur animation, ce que peuvent faire quelques semaines de différence. Je me suis déjà surpris à me demander si tout cela avait bien été réel. »« Je suppose que je suis plus grave que les autres, » répondit Fanny. « Les soirées ne me paraissent pas longues. J'adore entendre mon oncle parler des Indes. Je pourrais l'écouter des heures durant. Il m'intéresse beaucoup plus que d'autres choses ne peuvent le faire. Mais là, je suis différente des autres, me semble-t-il. »« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda-t-il en souriant. « Voulez-vous vous entendre dire que la seule différence entre vous et les autres réside dans le fait que vous êtes plus sage et plus prudente qu'eux? Mais quand avez-vous jamais, vous ou une autre personne, reçu un compliment de moi, Fanny? Allez trouver mon père, si vous désirez être complimenté. Il vous donnera satisfaction. Demandez à votre oncle ce qu'il en pense, et vous entendrez assez de compliments sur votre personne. » Pareil langage était si nouveau pour Fanny qu'elle se trouva fort embarrassée. « Votre oncle vous trouve très jolie, chère Fanny, et là réside toute la question. Quelqu'un d'autre que moi en aurait dit plus, et quelqu'un d'autre que vous aurait pensé qu'on ne la trouvait pas jolie avant. La vérité est que votre oncle ne vous a jamais admiré jusqu'à présent, mais maintenant, votre tempérament s'est tellement affirmé, et vous avez acquis un tel maintien, et votre silhouette... Non, Fanny, ne vous méprenez pas à ce propos, il s'agit de votre oncle. Si vous ne pouvez supporter l'admiration d'un oncle, qu'allez-vous devenir? Vous devez réellement commencer à vous fortifier dans l'idée que vous êtes agréable à regarder. Vous devez essayer de ne pas vous en faire au sujet de votre évolution en une charmante petite femme. »« Oh, ne parlez pas ainsi, ne parlez pas ainsi !» s'écria Fanny, plus affligée qu'il ne pouvait le penser. Mais, voyant sa détresse, il abandonna le sujet et poursuivit plus sérieusement. « Votre oncle est disposé à vous plaire en toutes choses.
et je voudrais seulement que vous lui parliez un peu plus. Vous êtes l'une de celles qui sont trop silencieuses à nos veillées. » « Mais je lui parle plus que je n'avais l'habitude de le faire, j'en suis sûre. Ne m'avez-vous pas entendu le questionner hier soir au sujet de la traite des esclaves ? » ?»« Si, en effet, et j'espérais voir cette question suivie d'autres. Votre oncle eût été rempli d'aise d'avoir à répondre à plus de demandes. » « Et je voulais le faire, mais il y avait un silence. Et pendant que mes cousins, assis, sans dire un mot, semblaient se désintéresser du sujet, d'une façon qui ne me plaisait pas, j'ai pensé que mon audace aurait pu paraître un désir de me mettre à l'avant-plan, à leurs dépens, en montrant une curiosité et un plaisir qu'il aurait pu souhaiter trouver chez ses filles. Mademoiselle Crawford avait parfaitement raison à votre endroit lorsqu'elle disait de vous, l'autre jour, que vous redoutiez les éloges autant que les autres femmes les recherchaient. Nous nous trouvions au presbytère, parlant de vous, et telles furent ses paroles. Elle a un discernement profond. Je ne connais personne qui puisse mieux qu'elle définir les caractères. Pour une si jeune femme, c'est remarquable. Elle vous comprend certainement mieux que vous n'êtes comprise par la plus grande partie de ceux qui vous connaissent depuis si longtemps. Je me demande ce qu'elle pense de mon père. Elle doit l'admirer en tant que bel homme. Il a l'air très gentleman, il est plein de dignité, il a des manières réservées. Mais, sans doute, de se voir si rarement, sa réserve pourrait-elle peut-être se teinter d'une légère répulsion. S'ils pouvaient se trouver plus souvent ensemble, je suis sûre qu'ils s'apprécieraient mutuellement. Il aimerait sa vivacité, et elle a le talent de faire cas de son pouvoir. J'aurais aimé qu'ils se rencontrent plus souvent. J'espère qu'elle ne suppose pas qu'il y ait quelque animosité de sa part. « Elle doit se sentir trop sûre d'elle-même par rapport au reste des autres, » dit Fanny au milieu d'un soupir. « Pour avoir quelque appréhension de ce genre. Le désir de Sir Thomas de se retrouver uniquement au milieu des siens, au début, est trop naturel pour qu'elle puisse en prendre ombrage. D'ici peu de temps, j'oserais parier que nous nous rencontrerons de la même façon qu'avant, quelles que soient les circonstances. » C'est le 1er mois d'octobre qu'elle passe au pays depuis son enfance. Je n'appelle pas Tonbridge ou Cheltenham le pays. Novembre est encore plus dur à passer, et j'ai pu voir que Madame Grant a peur de trouver Mansfield triste à l'approche de l'hiver. Fanny aurait pu dire beaucoup de choses, mais il était plus sage de n'en rien faire et de laisser intactes toutes les ressources de mademoiselle Crawford, ses qualités, ses raisonnements, son importance, ses amis. Sans cela, elle pourrait s'attirer quelque observation désagréable. La bonne opinion que mademoiselle Crawford avait d'elle-même méritait à peine quelques ménagements, et elle se mit à parler d'autre chose. « Demain, je pense, mon oncle dîne à Sotterton, et vous et monsieur Bertram aussi. Nous serons peu nombreux à la maison. J'espère que mon oncle continuera à aimer monsieur Rushworth. »« Ceci est impossible, Fanny. Il l'aimera moins après la visite de demain, car nous serons restés 5 heures en sa compagnie. Je redouterais la stupidité du jour s'il n'y avait un plus grand malheur à suivre l'impression que cela laissera à Sir Thomas. Il ne peut se fourvoyer plus longtemps. Je le regrette pour eux tous, et je donnerais volontiers quelque chose pour que Rushworth et Maria ne se soient jamais rencontrés. » À ce propos, en effet, le désappointement menaçait Sir Thomas. Ni toute sa bonne volonté vis-à-vis de M. Rushworth, ni toute la déférence de M. Rushworth vis-à-vis de lui-même ne pourraient l'empêcher de discerner bien vite la vérité. Que M. Rushworth était un jeune homme inférieur, aussi ignorant en affaires qu'en livres, sans opinion fixée et semblant ne pas s'en rendre compte lui-même. Il avait espéré un beau-fils très différent, et il commença à songer à Maria d'une façon plus grave. Il essaya de comprendre ses sentiments. Il ne lui fallut que peu d'observation pour se rendre compte que, dans leur cas, l'indifférence était le meilleur état dans lequel ils puissent se trouver. L'attitude de Maria envers M. Rushworth était négligente et froide. Elle ne pouvait pas l'aimer. Elle ne l'aimait pas. Sir Thomas résolut de lui parler sérieusement. Aussi avantageuse que put être l'alliance, aussi longue et aussi publique qu'a été les fiançailles, le bonheur de la jeune fille ne pouvait leur être sacrifié. M. Rushworth avait peut-être été accepté sans être assez connu et, maintenant, le connaissant mieux, elle se repentait. Sir Thomas s'adressa à elle
avec une solennelle amabilité. Il lui dit ses craintes, s'enquit de ses vœux, l'engagea à être franche et sincère, et l'assura que chaque désagrément serait surmonté, et les liens entièrement rompus si leur perspective la rendait malheureuse. Il agirait pour elle et la libérerait. Maria eut un mouvement de lutte en l'écoutant, mais rien qu'un moment. Quand son père se tut, elle était capable de donner immédiatement sa réponse, d'une façon décisive et sans aucune agitation apparente. Elle le remercia pour sa grande prévenance, sa paternelle bonté, mais il faisait complètement erreur en supposant qu'elle eût le moindre désir de briser son engagement ou qu'elle ait ressenti le moindre changement dans son opinion ou dans ses sentiments depuis qu'elle l'avait contracté. Elle avait la plus haute estime pour le caractère, les dispositions et les qualités de M. Rushworth, et elle ne doutait aucunement qu'elle serait heureuse avec lui. Sir Thomas était satisfait. Trop content pour être satisfait, peut-être, et pour presser les choses, pour autant que son opinion pût être dictée aux autres. C'est une alliance qu'il n'aurait pu abandonner sans peine, et il raisonnait ainsi. M. Rushworth était assez jeune pour s'améliorer. M. Rushworth devrait s'améliorer, et s'améliorerait au contact de la bonne société, et si Maria pouvait maintenant parler avec tant d'assurance de son bonheur avec lui, parlant certainement sans la prévention et l'aveuglement de l'amour, il valait mieux la croire. Ses sentiments probablement n'étaient pas intenses, il ne les avait jamais supposés tels, mais son confort n'en serait pas moindre pour cela, et si elle pouvait se passer de voir chez son mari un caractère ferme et brillant, chaque autre chose serait certainement en sa faveur. Une jeune femme bien éduquée, qui ne s'est pas mariée par amour, est en général des plus attachées à sa propre famille, et le rapprochement de Sofferton et de Mansfield devait naturellement être la grande tentation, et serait, en toute probabilité, une source continuelle des plus aimables et des plus innocents plaisirs. Tels étaient, ou à peu près, les raisonnements de Sir Thomas, heureux d'échapper aux ennuis embarrassants d'une rupture, l'étonnement, les réflexions, les reproches qui s'en seraient suivis, heureux d'assurer un mariage qui pourrait lui apporter une telle recrudescence de respectabilité et d'influence, et heureux de penser que chacune des dispositions de sa fille était des plus favorables à ce projet. L'entretien se termina d'une façon aussi avantageuse pour elle que pour lui. Elle était dans un état d'esprit à se sentir satisfaite d'avoir assuré son destin sans possibilité de recul et de s'être engagée de nouveau envers Sotterton, d'être sauvée de la possibilité de donner à Crawford le triomphe de gouverner ses actions et de détruire ses projets, et ancrée dans sa fière résolution, déterminée uniquement à se conduire plus prudemment avec M. Crawford dans le futur, de manière à ce que son père ne puisse plus la suspecter de nouveau. Si Sir Thomas en avait appelé à sa fille dans les 3 ou 4 premiers jours qui suivirent le départ de Henry Crawford de Mansfield, avant que ses sentiments se fussent calmés, avant qu'elle ait eu le temps d'abandonner tout espoir ou qu'elle ait résolu définitivement de supporter son rival, sa réponse aurait pu être différente. Mais après 3 ou 4 autres jours, lorsqu'il ne revint pas, lorsqu'il n'y eut ni lettre, ni message, ni aucun symptôme d'un cœur attendri, aucun espoir d'une amélioration produite par la séparation, son esprit devint assez froid pour chercher tout le réconfort que l'orgueil et la revanche sur soi-même peuvent donner. Henry Crawford avait détruit son bonheur, mais il ne devait pas le savoir. Il ne devait pas détruire aussi son crédit, sa réputation, sa prospérité. Il ne devait pas avoir à penser que, pour lui, elle souffrait dans sa retraite de Mansfield, rejetant Sotterton et Londres, indépendance et splendeur, à cause de lui. L'indépendance lui était maintenant plus nécessaire que jamais, et son absence plus que jamais ressentie à Mansfield. Elle se sentait de moins en moins capable de supporter la contrainte imposée par son père, et la liberté que l'absence de celui-ci avait apportée était maintenant devenue absolument nécessaire. Elle devait se libérer de lui et de Mansfield, aussi rapidement que possible, et trouver dans la fortune et ses conséquences, l'agitation et le monde, la consolation d'un esprit blessé. Elle était complètement déterminée et ne changerait pas.
En regard de ses sentiments, un délai, fût-ce un délai en vue d'assurer une meilleure préparation, aurait été un mal, et M. Rushworth aurait pu difficilement être plus impatient qu'elle pour le mariage. Elle était prête en tout ce qui concernait les importants préparatifs moraux, étant décidée au mariage par sa haine du foyer, de la contrainte et de la tranquillité, par la peine d'une déception sentimentale et le mépris pour l'homme qu'elle allait épouser. Le reste pouvait attendre. Les préparatifs pour les nouvelles voitures et l'ameublement pouvaient attendre Londres et le printemps, quand son propre goût aurait eu le temps de mieux s'affiner. Étant d'accord dans ce sens pour le principal, il apparut rapidement qu'un nombre très restreint de semaines pourrait suffire à tous les arrangements qui devaient précéder le mariage. Madame Rushworth était tout à fait prête à se retirer et à laisser la voie libre à l'heureuse jeune femme que son cher fils avait choisie, et, très tôt en novembre, elle transporta sa personne, sa servante, son valet de pied et son chariot, avec une allure des plus douairières, jusque Bath, pour y faire étalage, dans ses soirées là-bas, des merveilles de Sofferton, et dans l'animation d'une partie de cartes, en jouir autant que si elle était sur les lieux, et, avant le milieu de ce même mois, eut lieu la cérémonie qui donnait une autre maîtresse à Sofferton. Ce fut réellement un beau mariage. La mariée était très élégamment habillée. Les deux demoiselles d'honneur étaient vraiment moins bien. Sa mère s'était munie de sel, prévoyant qu'elle serait émue. Sa tante essaya de pleurer, et le service fut lu par le docteur Grant d'une façon impressionnante. Rien ne put être critiqué quand les voisins discutèrent la question, excepté que la voiture qui conduisit la mariée, le mari et Julia de la porte de l'église à Sofferton était celle que M. Rushworth avait employée 12 mois auparavant. Dans chaque autre détail, l'étiquette de la journée supportait la plus stricte investigation. C'était fait, et ils étaient partis. Sir Thomas éprouvait ce qu'un père anxieux doit ressentir et, en fait, éprouvait beaucoup de l'émotion que sa femme avait appréhendée pour elle-même et à laquelle elle avait heureusement échappé. Madame Norris, des plus heureuses d'apporter son aide dans les devoirs de ce jour, en passant au parc pour soutenir moralement sa sœur, et de boire 1 ou 2 verres supplémentaires à la santé de M. et Madame Rushworth, était toute joyeuse, car elle avait fait le mariage, et personne n'aurait pu supposer, d'après son triomphe plein de confiance, qu'elle ait jamais de sa vie entendu parler de mésentente conjugale, ou qu'elle ait pu avoir la moindre connaissance intime de l'état d'esprit de sa nièce, qui avait été élevée sous ses yeux. Le plan du jeune couple était de partir pour Brighton après quelques jours, et d'y prendre là une maison pour quelques semaines. Chaque endroit public était nouveau pour Maria, et Brighton est presque aussi gai en hiver qu'en été. Quand la nouveauté de l'amusement de cet endroit serait épuisée, il serait temps de se rendre sur la scène plus importante de Londres. Julia avait l'intention d'aller avec eux à Brighton. Depuis que la rivalité entre les deux sœurs avait cessé, elles avaient graduellement retrouvé une grande partie de leur mutuelle bonne entente, et étaient au moins assez amies pour que chacune d'elles soit extrêmement contente de passer quelque temps avec l'autre. Avoir une autre compagnie que celle de M. Rushworth était de la première nécessité pour sa femme, et Julia était tout aussi avide de nouveautés et de plaisirs que Maria, quoiqu'elle n'ait pas dû travailler autant pour les obtenir, et qu'elle pût mieux supporter une situation subalterne. Leur départ provoqua un autre changement matériel à Mansfield, un vide qui nécessita quelque temps pour être comblé. Le cercle de famille se rétrécit beaucoup, et bien que mademoiselle Bertram y eût en dernier lieu ajouté sa gaieté, elles ne purent qu'être regrettées. Elles manquèrent même à leur mère, et combien plus à leur cousine au cœur tendre, qui erra autour de la maison et pensa à elle et ressentit pour elle un affectueux regret, qu'elle n'avait jamais rien fait pour mériter. Chapitre 4. L'importance de Fanny augmenta par suite du départ de ses cousines. Devenant, de par ce fait, la seule jeune femme du salon, la seule représentante de cette intéressante partie d'une famille dont elle n'avait été jusqu'ici que l'humble 3e membre, il était impossible qu'elle n'attirât pas davantage l'attention, qu'on ne pensât pas davantage à elle, et qu'on ne s'y intéressât pas plus qu'on ne l'aurait jamais fait.
Où est Fanny devint une question générale, même lorsqu'on ne la cherchait pas pour aider quelqu'un. Sa valeur n'augmenta pas seulement à la maison, mais aussi à la cure. Dans cette maison, où elle n'était entrée que difficilement 2 fois l'an depuis la mort de M. Norris, elle devint une invitée bienvenue et désirée, et, dans l'obscurité et la noirceur d'un jour de novembre, des plus acceptables pour Marie Crawford. Ses visites là-bas, ayant commencé par la chance, continuèrent par la sollicitation. Madame Grant, réellement désireuse du moindre changement pour sa sœur, put, en se persuadant le plus facilement du monde, croire qu'elle accomplissait l'action la plus gentille envers Fanny, et lui donnait les meilleures possibilités d'amélioration en l'appelant fréquemment. Fanny, ayant été envoyée au village pour quelque commission par sa tante Norris, fut surprise par une forte averse tout près du presbytère, et, ayant été aperçue par l'une des fenêtres alors qu'elle essayait de trouver un abri sous les branches et le feuillage bas d'un chêne, juste au-delà du bâtiment, fut forcée d'entrer, quoique non sans une certaine modeste résistance de sa part. Elle résista à une servante polie, mais quand le docteur Grant lui-même sortit avec un parapluie, il n'y avait plus rien à faire qu'à être vraiment confuse et à entrer dans la maison aussi rapidement que possible. Et pour la pauvre mademoiselle Crawford, qui avait justement contemplé la lugubre pluie dans un état d'esprit vraiment découragé, soupirant sur la ruine de ses projets d'exercice pour le matin, et de chaque chance de voir n'importe quelle simple créature à part eux-mêmes pendant les prochaines 24 heures, le bruit d'un simple mouvement à la porte d'entrée et la vue de mademoiselle Price s'engouffrant toute mouillée dans le vestibule étaient délicieux. La valeur d'un événement se produisant à la campagne par un jour de pluie était des plus importants pour elle. Directement, elle se trouva de nouveau tout éveillée et l'une des plus actives à aider Fanny, à découvrir qu'elle était plus mouillée qu'il n'était possible à première vue et à lui fournir des vêtements secs. Et Fanny, après avoir été obligée de se soumettre à toute attention et d'être aidée et servie par la maîtresse et les servantes, fut aussi obligée, en redescendant au rez-de-chaussée, de s'installer dans leur salon pour 1 heure, pendant que la pluie continuait, ayant ainsi l'occasion de voir quelque chose de nouveau et de penser, ainsi étendue, à mademoiselle Crawford jusqu'au moment de s'habiller et de dîner. Les 2 sœurs furent si gentilles pour elle, si plaisantes, que Fanny aurait certainement pu se réjouir de la visite, si elle n'avait cru ne pas être à sa place. Et si elle avait pu prévoir que le temps s'éclaircirait avant la fin de l'heure, la sauvant de la confusion de devoir voir sortir les chevaux et la voiture du docteur Grant qui la reconduirait chez elle, ce dont elle était menacée. Quant à l'anxiété pour quelque alarme que son absence par un tel temps pouvait apporter à la maison, elle n'avait rien à endurer à ce propos, car sa sortie n'étant connue que de ses 2 tantes, elle était absolument certaine que rien ne serait éprouvé et que, quel que soit le cottage que tante Norris pût choisir pour l'y établir durant la pluie, sa présence dans ce cottage-ci serait indubitable pour tante Bertram. Le temps commençait à s'éclaircir quand Fanny, remarquant une harpe dans la chambre, posa quelques questions à son sujet qui donnaient rapidement à connaître son vif désir de l'entendre, et l'aveu, qui pouvait réellement être difficilement cru, qu'elle l'avait jamais entendu depuis qu'elle se trouvait à Mansfield. Pour Fanny elle-même, cela semblait une circonstance toute simple et toute naturelle. Elle n'était presque jamais venue au presbytère depuis l'arrivée de l'instrument, et il n'y avait eu aucune raison que cela fût. Mais mademoiselle Crawford, rappelant à sa mémoire un vœu exprimé précédemment, était consternée de sa propre négligence, et « Vais-je jouer pour vous maintenant ? Et que désirez-vous » furent les questions qui suivirent immédiatement, posées avec la bonne humeur la plus prompte. Elle joua donc, heureuse d'avoir un nouvel auditeur, et un auditeur qui semblait si reconnaissant, si émerveillé de l'exécution, et qui ne montrait pas d'autre désir que les siens. Elle joua jusqu'à ce que les yeux de Fanny, constatant par la fenêtre que de toute évidence le temps devenait clair, parlât de ce qu'elle sentait devoir faire. « Encore un quart d'heure, dit mademoiselle Crawford, et nous verrons ce qui arrivera. Ne vous sauvez pas dès le premier moment de son rétablissement, ces nuages semblent alarmants. » « Mais ils sont passés outre, dit Fanny, je les ai surveillés. Le temps est au sud. »« Sud ou nord, je sais reconnaître un nuage dès que je le vois. Et vous ne devez pas vous sauver pendant que le temps est encore aussi menaçant.
Et d'ailleurs, je désire vous jouer encore quelque chose, un très joli morceau, et le préféré de votre cousin Edmond. Vous devez rester et écouter le morceau, comme le fait votre cousin Edmond. » Fanny sentit qu'elle le devait, et bien qu'elle n'eût pas attendu cette phrase pour penser à Edmond, une telle comparaison la rendit particulièrement attentive à cette idée, et elle se représenta le jeune homme, assis dans cette chambre, encore et encore, peut-être exactement au même endroit où elle était assise maintenant, écoutant avec un plaisir constant l'air favori joué, comme il lui sembla, avec le maximum d'accent et d'expression. Et bien qu'heureuse de l'écouter et contente d'aimer ce qu'il aimait, elle était sincèrement plus impatiente de s'en aller quand il fut fini qu'elle ne l'avait été auparavant. Et cela devenant évident, elle fut si gentiment priée de revenir, de les prendre pour but de ses promenades, quand elle le pourrait, de venir encore écouter la harpe, qu'elle sentit qu'elle devrait nécessairement le faire, si aucune objection n'était élevée à la maison. Telle fut l'origine de cette sorte d'intimité qui prit place entre eux dans la première quinzaine qui suivit le départ de mademoiselle Bertram, une intimité résultant principalement du désir de mademoiselle Crawford de quelque chose de neuf, et qui n'avait que peu de réalité dans les sentiments de Fanny. Fanny lui rendit visite tous les 2 ou 3 jours. Cela semblait une sorte de fascination. Elle n'aurait pu se sentir à l'aise sans y aller, et cependant elle ne l'aimait pas. Elle ne pensait pas comme elle, et ne tirait de sa conversation aucun autre plaisir qu'une distraction occasionnelle, et cela souvent à cause de son jugement, car il était alimenté par des plaisanteries sur le peuple ou sur des sujets qu'elle aurait voulu voir respectés. Elle allait chez elle, cependant, et elles flânèrent ensemble pendant de nombreuses demi-heures dans les bosquets de madame Grant, la température étant exceptionnellement douce pour ce moment de l'année, et s'aventurant même quelquefois à s'asseoir sur l'une des branches maintenant plutôt dépouillées, restant peut-être là jusqu'à ce qu'au milieu d'une des tendres exclamations de Fanny à propos des douceurs d'un automne si clément, elle soit forcée, par une froide rafale s'élevant soudainement et faisant tomber autour d'elle les dernières feuilles jaunes, de descendre et de marcher pour se réchauffer. « Ceci est beau, très beau, » disait Fanny, regardant autour d'elle alors qu'elles s'étaient ainsi assises ensemble un jour. « Chaque fois que je viens dans ce bosquet, je me sens plus impressionnée par son aspect touffu et sa beauté. Il y a 3 ans, ce n'était rien qu'une haie rude le long du côté supérieur du champ. On n'aurait rien pu y voir, ni penser que le coin pourrait devenir une promenade, et il est difficile de dire s'il est plus apprécié comme commodité que comme ornement. Et peut-être que dans 3 autres années, nous aurons oublié, presque oublié ce qu'il était précédemment. Combien étonnant, combien merveilleux les opérations du temps, et les changements de l'esprit humain. » Et suivant l'évolution de sa pensée, elle ajouta bientôt: « Si l'une des facultés de notre nature peut être appelée plus merveilleuse que les autres, je crois que c'est la mémoire. Il semble y avoir quelque chose de plus incompréhensible dans les pouvoirs, les défauts, les inégalités de la mémoire que dans aucune autre activité de notre intelligence. La mémoire est parfois si fidèle, si serviable, si utile pour d'autres, si égarée et si faible, et pour d'autres encore si tyrannique et hors de contrôle. Nous sommes, c'est certain, un miracle à tout point de vue, mais nos pouvoirs de nous souvenir et d'oublier semblent être particulièrement au-delà de tout ce qu'on peut trouver. » Mademoiselle Crawford, indifférente et inattentive, n'avait rien à dire, et Fanny, s'en apercevant, ramena son propre esprit vers ce qui pouvait l'intéresser. « Il peut sembler impertinent pour moi de louanger, cependant je dois admirer le goût que madame Grant a montré dans tout ceci. Il y a une telle simplicité tranquille dans le plan de cette promenade. Aucun désir de recherche. »« Oui, » répliqua mademoiselle Crawford négligemment, « c'est très bien pour un endroit de cette sorte. On ne pense pas à l'étendue ici. Et entre nous, jusqu'à mon arrivée à Mansfield, je ne m'étais jamais imaginé un curé de campagne aspirant à un bosquet, ni à aucune chose de ce genre. »« Je suis si heureuse de voir la luxuriance de cette verdure, » dit Fanny en réponse. « Le jardinier de mon oncle dit toujours que le sol d'ici est meilleur que le sien. Et il semble en être ainsi, d'après la croissance des lauriers
et de tous les arbustes verts en général. Le feuillage perpétuel, comme ce feuillage est beau, bienvenu et merveilleux. Quand on y pense, quelle étonnante variété de la nature. Dans certaines régions, nous savons que tous les arbres à peu près perdent leurs feuilles, mais cela ne rend pas moins étonnant le fait que le même sol et le même soleil nourrissent différemment les plantes, dans la même règle et la première loi de leur existence. Vous allez me croire lyrique, mais quand je suis à l'extérieur, spécialement quand je suis assise à l'extérieur, je me sentirais apte à éprouver une sorte de tendre admiration. On ne peut pas fixer ses yeux sur la plus commune production de la nature sans que l'imagination y trouve matière à errer. Pour dire la vérité, répliqua mademoiselle Crawford, je suis quelque peu pareille au fameux doge à la cour de Louis XIV, et je peux déclarer que je ne vois, dans ce bosquet, aucune merveille égale au fait de m'y voir. Si quelqu'un m'avait dit, il y a un an, que cet endroit serait ma maison, que je passerais ici un mois après l'autre, comme je l'ai fait, je ne l'aurais certainement pas cru. Il y aura maintenant bientôt 5 mois que je suis ici, et, de plus, ce sont les 5 mois les plus tranquilles que j'ai jamais vécus. Trop tranquilles pour vous, je crois. J'aurais dû penser ainsi moi-même en théorie, mais... Et ses yeux s'éclairèrent quand elle parla. Je n'ai jamais vécu un été aussi heureux. Mais alors, avec un air plus soucieux et une voix plus basse, je ne peux dire à quoi il peut me conduire. Le cœur de Fanny battait rapidement, et elle ne se sentait pas à même de soupçonner ou de solliciter quelque chose de plus. Mademoiselle Crawford, cependant, continua avec une animation renouvelée. « Je suis consciente d'être de loin plus réconciliée avec une vie à la campagne que je n'avais jamais supposé l'être. Je peux même supposer qu'il est plaisant de passer la moitié de l'année à la campagne et, suivant certaines circonstances, très plaisant. Une maison, élégante, modeste, au centre des relations familiales, des réunions continuelles parmi elles, être à la tête de la meilleure société du voisinage, être considéré, peut-être, comme la conduisant même plus que ceux qui ont une fortune plus conséquente. Se détourner d'un joyeux cercle de tels amusements pour rien de pire qu'un tête-à-tête avec la personne que l'on trouve la plus agréable au monde. Il n'y a rien d'effrayant dans cette image. N'est-ce pas, mademoiselle Price? On n'a pas besoin d'envier la nouvelle madame Rushworth avec une maison pareille. Envier madame Rushworth? Fut tout ce que Fanny réussit à dire. Allons, allons, ce serait très incorrect de notre part d'être sévère envers madame Rushworth, mais je prévois que nous lui devrons beaucoup d'heures gaies, brillantes et joyeuses. Je présume que, tous, nous serons souvent à Sofferton l'autre année. Un mariage tel que celui que fit mademoiselle Bertram est une bénédiction publique, car les premiers plaisirs de l'épouse de M. Rushworth doivent être d'emplir sa maison et de donner les meilleurs bals de toute la région. Fanny se taisait, et mademoiselle Crawford était retombée dans ses pensées, quand, soudain, levant les yeux après quelques minutes, elle s'exclama « Oh, le voici !» Ce n'était pas M. Rushworth, cependant, mais Edmond, qui apparut marchant vers elle avec madame Grant. « Ma sœur et monsieur Bertram, je suis si contente que votre cousin aîné soit parti, de façon à ce qu'il puisse de nouveau être monsieur Bertram. Il y a quelque chose dans le son de monsieur Edmond Bertram, si formel, si pitoyable, si jeune frère, que je le déteste. » « Comment nous sentons différemment ?» s'écria Fanny. « Pour moi, le son de monsieur Bertram est si froid, sans signification. Il est sans aucune chaleur et sans aucun caractère. Cela convient juste à un gentleman, et c'est tout. Mais il y a de la noblesse dans le nom de Edmond. C'est un nom d'héroïsme et de renommée, de roi, de prince et de chevalier. Il est plein d'esprit de chevalerie et de chaude affection. Je vous accorde que le nom est bon en lui-même, et Lord Edmond ou Sir Edmond ont un son délicieux, mais si vous le considérez en lui-même, l'annonce de monsieur et madame Edmond n'est pas supérieure à celle de monsieur John ou monsieur Thomas. Bon, allons les rejoindre et les désappointer au milieu de leurs considérations sur le fait de s'asseoir à l'extérieur à ce moment de l'année, en étant debout avant qu'ils puissent commencer. Edmond les retrouvait avec un plaisir particulier,
C'était la première fois qu'il les voyait depuis le début de ses meilleures relations dont il avait entendu parler avec grande satisfaction. Une amitié entre deux personnes qui lui étaient si chères était exactement ce qu'il pouvait souhaiter, et si toute l'influence de cette affectueuse compréhension eût pu être mesurée, il n'aurait pu, en aucune façon, considérer Fanny comme étant la seule, ou même la grande bénéficiaire d'une telle amitié. « Bon, dit mademoiselle Crawford, et ne nous grondez-vous pas pour notre imprudence ? Croyez-vous que nous sommes venus nous asseoir ici rien que pour vous entendre en parler et être suppliés de ne plus jamais le faire ? » « Peut-être aurais-je pu vous gronder, dit Edmond, si chacune de vous avait été assise seule, mais tant que vous êtes fautives ensemble, je peux pardonner beaucoup. »« Elles ne peuvent pas être assises longtemps, s'écria madame Grant, car lorsque je suis montée prendre mon châle, je les ai vues de la fenêtre de l'escalier, et elles se promenaient. »« Et réellement, ajouta Edmond, le jour est si doux que le fait que vous vous soyez assise pour quelques minutes peut difficilement être considéré comme une imprudence. Notre température ne peut pas toujours être jugée d'après le calendrier. Nous pouvons quelquefois prendre de plus grandes libertés en novembre qu'en mai. »« Ma parole, s'écria mademoiselle Crawford, vous êtes les deux amis les plus décevants et les plus insensibles que j'ai jamais rencontrés. Il n'y a pas moyen de vous causer un moment d'inquiétude. Vous ne savez pas combien nous avons souffert, combien nous avons été glacés. Mais j'ai longtemps considéré M. Bertram comme l'un des plus mauvais sujets à émouvoir, et qui ne se laisse pas attendrir par ces petites manœuvres contre le bon sens qu'une femme pourrait commettre. Je n'avais fondé qu'un tout petit espoir sur lui, d'ailleurs, mais vous, madame Grant, ma sœur, ma propre sœur, je pense que j'avais le droit de vous voir un peu alarmée. Ne vous flattez pas vous-même, ma très chère Marie. Vous n'avez pas la moindre chance de m'émouvoir. J'ai mes inquiétudes, mais elles sont dans un tout autre domaine, et si j'avais pu influencer la température, vous auriez eu un vent d'est bien glacé, soufflant vers vous tout le temps, car il y a certaines de mes plantes que Robert veut laisser dehors à cause de la douceur des nuits, et je sais comment cela va finir, car nous allons avoir un brusque changement dans la température, une forte gelée survenant tout d'un coup, surprenant tout le monde, au moins Robert, et je les perdrai toutes. Et ce qui est pire, le cuisinier vient juste de me dire que la dinde que je souhaitais particulièrement ne pas préparer avant dimanche, car je sais combien le docteur Grant s'en serait plus réjoui alors, après les fatigues de la journée, ne pourra pas être gardée plus tard que demain. Ces choses ressemblent à des griefs et me font penser que la température est tout à fait hors de saison. « Les douceurs de la conduite d'un ménage à la campagne, » dit mademoiselle Crawford malicieusement. « Recommandez-moi aux pépiniéristes et aux marchands de volailles. »« Ma chère enfant, recommandez le docteur Grant au doyenné de Westminster et de Saint-Paul, et je serai aussi heureuse de votre pépiniériste et de votre marchand de volailles que vous pourriez l'être. »« Oh, ne pouvez-vous rien faire d'autre que ce que vous faites généralement, être ennuyé assez souvent et ne pas perdre votre sang-froid ? » ?»« Merci, mais l'on ne peut éviter ces petits ennuis, Marie. Que l'on vive où l'on peut. Et quand vous serez installée en ville et que je viendrai vous voir, j'ose dire que je vous trouverai, avec les vôtres, regrettant le pépiniériste ou le marchand de volailles. Leur éloignement et leur manque de ponctualité, ou le prix exorbitant et leur fraude entraîneront tous les quatre les plus amères lamentations. J'ai l'intention d'être trop riche pour me lamenter, ou pour éprouver la moindre chose de cette sorte. Un large revenu est la meilleure recette du bonheur, d'après ce que j'ai toujours entendu dire. Il m'assurera certainement toute la myrte et une bonne part de dindon. « Vous avez l'intention d'être très riche ?» dit Edmond, avec un regard qui, aux yeux de Fanny, avait une grande signification. « Certainement. Vous pas ? Ne le désirons-nous pas tous ? » « Je ne peux faire aucun projet qu'il soit tellement en dehors de mon pouvoir de réaliser. Mademoiselle Crawford peut choisir son degré de richesse, elle a seulement à établir le nombre de milliers qu'elle désire pour l'année, et il n'y a pas de doute sur leur venue. Mes intentions sont seulement de ne pas être pauvre. »« Par la modération et l'économie, et en proportionnant vos désirs à votre revenu, et tout cela. Je vous comprends, et c'est un plan vraiment bon pour une personne de votre époque, avec des moyens tellement limités et des relations sans importance.
Que pouvez-vous désirer, sinon vous maintenir décemment? Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, et vos relations ne sont même pas en mesure de pouvoir faire quelque chose pour vous, ou de vous mortifier par le contraste de leur propre richesse et de ses conséquences. Soyez honnête et pauvre, par tous les moyens, mais je ne vous envierai pas. J'ai un beaucoup plus grand respect pour ceux qui sont honnêtes et riches. Votre degré de respect pour l'honnêteté, pauvre ou riche, est précisément une chose avec laquelle je n'ai aucun rapport. Je ne veux pas dire que je serai pauvre. La pauvreté est exactement ce contre quoi j'ai décidé d'être. L'honnêteté, entre les deux, dans l'état intermédiaire des convenances sociales, est ce que je suis le plus décidé à respecter. Mais je me considère comme étant en dessous, si j'aurais pu être plus haut. Je dois considérer comme inférieure toute situation obscure quand j'aurais pu m'élever à la distinction. Mais comment peut-il s'élever? Comment mon honnêteté peut-elle s'élever jusqu'à n'importe quelle distinction? Ceci n'était pas une question à laquelle on put répondre facilement, et occasionna un « oh » de certaine longueur chez la bonne dame, avant qu'elle pût ajouter « Vous devriez être au Parlement, ou vous devriez être entré à l'armée depuis 10 ans. » Quant à mon entrée au Parlement, je crois que je devrais attendre jusqu'à ce qu'il y ait une assemblée spéciale pour la représentation des fils cadets qui n'ont que peu pour vivre. Non, mademoiselle Crawford, ajouta-t-il dans un ton plus sérieux, il y a des distractions auxquelles je ne pourrai jamais m'attendre sans me sentir bien misérable, sans absolument aucune possibilité de les obtenir, mais elles sont d'un caractère différent. Un regard conscient, tandis qu'il parlait, et ce qui semblait être une vive attention pour ses manières de la part de mademoiselle Crawford, tandis qu'elle répondait en riant, était une source de soucis pour Fanny, et se sentant complètement incapable de prendre soin, comme elle aurait dû, de madame Grant, à côté de qui elle se trouvait maintenant, comme les autres, elle avait presque résolu de rentrer immédiatement chez elle, et n'attendait plus que le courage de le dire, lorsque le son de la grande cloche de Mansfield Park, sonnant 3 heures, lui rappela qu'elle avait réellement été absente plus longtemps que d'habitude, et solutionna le problème qu'elle se posait, pour savoir si oui ou non elle allait quitter Mansfield maintenant, et comment, et l'amena à une rapide issue. Sans plus tarder, elle commença directement ses adieux, et Edmond commença, au même moment, à faire savoir que sa mère s'était enquise d'elle et qu'il était venu jusqu'au presbytère dans le but de la ramener avec lui. La hâte de Fanny augmenta, et sans supposer qu'au moins Edmond l'attendît, elle se serait dépêchée seule. Mais l'allure de tous était rapide, et ils l'accompagnèrent tous dans la maison à travers laquelle il était nécessaire de passer. Le docteur Grant était dans le vestibule, et comme il s'arrêtait pour lui parler, elle s'aperçut, d'après les manières d'Edmond, qu'il avait voulu dire qu'il l'accompagnerait. Lui aussi prenait congé. Elle ne pouvait pas ne pas être reconnaissante. Au moment du départ, Edmond fut invité par le docteur Grant à venir manger avec lui le jour suivant. Et Fanny eut à peine le temps d'éprouver un sentiment déplaisant à cette occasion que madame Grant, avec un soudain mouvement, se tourna vers elle et lui demanda également le plaisir de sa compagnie. C'était une attention si nouvelle, une circonstance si parfaitement nouvelle dans les événements de la vie de Fanny, qu'elle en fut toute surprise et embarrassée. Et pendant qu'elle bredouillait sa grande gratitude mais elle ne supposait pas que cela serait en son pouvoir, elle regardait vers Edmond, attendant son opinion et son aide. Mais Edmond, heureux de lui voir offerte une telle possibilité de bonheur, et certifiant d'un demi-regard et d'une demi-phrase qu'elle n'aurait aucune objection à faire, mais que du côté de sa tante, il n'imaginait pas que sa mère pût faire aucune difficulté pour la retenir et, d'avance, donnait son avis, décida que l'invitation devait être acceptée. Et quoique Fanny ne voulût pas s'aventurer, même avec ses encouragements, à montrer une si audacieuse indépendance, il fut vite décidé, si aucun avis contraire n'était perçu, que madame Grant pouvait compter sur elle. « Et vous savez ce que sera votre dîner ?» dit madame Grant souriant. « Le dindon. Et, je vous assure, une très bonne pièce. Car, mon cher, se tournant vers son mari, le cuisinier insiste pour que le dindon soit préparé demain. »« très bien, cria le docteur Grant. « Tout est pour le mieux. Je suis content de savoir que nous ayons une aussi bonne chose dans la maison.
Mais mademoiselle Price et monsieur Edmond Bertram, j'ose le dire, tenteront leur chance. Aucun de nous ne désire connaître la note des frais. Une amicale réunion, et non un fin dîner, est tout ce que nous avons en vue. Un dindon ou une oie, ou un gigot de mouton, ou quoi que votre cuisinier choisisse de nous donner. Les deux cousins marchèrent ensemble vers la maison, et excepté l'immédiate discussion pour l'invitation, dont Edmond parla avec la plus chaude satisfaction, comme particulièrement désirable pour l'intimité dans laquelle il la voyait établie avec tant de plaisir, ce fut une promenade silencieuse, car, ayant épuisé ce sujet, il devint pensif et ne s'intéressa à aucun autre. Chapitre 5. Mais pourquoi madame Grant devait-elle inviter Fanny? Disait lady Bertram. Comment en vint-elle à penser à inviter Fanny? Fanny ne dîna jamais là, vous savez, dans ces occasions. Je ne puis la laisser aller, et je suis sûre qu'elle n'en a pas envie. Fanny, vous ne le désirez pas, n'est-ce pas? Si vous lui posez une telle question, cria Edmond, empêchant sa cousine de parler, Fanny dira immédiatement non. Mais je suis sûre, ma chère mère, qu'elle aimerait y aller, et je ne puis voir pourquoi elle n'aimerait pas. Je ne peux imaginer pourquoi madame Grant songerait à l'inviter. Elle ne l'a jamais fait précédemment. Elle invitait vos sœurs de temps en temps, mais elle n'a jamais demandé Fanny. Si vous ne pouvez pas vous passer de moi, madame, dit Fanny dans un ton résigné. Mais ma mère aura mon père avec elle toute la soirée. En effet, cela sera ainsi. Supposez que vous demandez l'opinion de mon père, madame. C'est une bonne idée. Je le ferai, Edmond. Je demanderai à sir Thomas, dès qu'il rentrera, si je puis me passer d'elle. Comme vous voulez, Nam. À ce point de vue. Mais je voulais dire, demandez à mon père si l'invitation doit être acceptée ou non, et je pense qu'il considérera comme juste, pour madame Grant aussi bien que pour Fanny, que, comme c'est la première invitation, elles doivent être acceptées. Je ne sais pas. Nous lui demanderons. Mais il sera très surpris que madame Grant ait invité Fanny. Il n'y avait plus rien à dire, à ce sujet, ni à aucun sujet, jusqu'à l'arrivée de sir Thomas. Mais le sujet impliquant le confort de sa propre soirée du lendemain, il était réellement à l'avant-plan de l'esprit de lady Bertram qui, une demi-heure plus tard, comme son mari passait la tête pour une minute en rentrant de la plantation, le rappela alors qu'il avait déjà presque fermé la porte. Sir Thomas, arrêtez-vous un moment, j'ai quelque chose à vous dire. Son ton de calme langueur, car elle ne prenait jamais la peine d'élever la voix, était toujours entendu et suivi, et sir Thomas revint. Son histoire commença, et Fanny se glissa immédiatement hors de la chambre. S'entendre être le sujet de quelque discussion avec son oncle, c'était plus que ses nerfs ne pourraient supporter. Elle était anxieuse, elle le savait, plus anxieuse qu'elle n'aurait dû l'être. Car quelle importance, après tout, qu'elle aille ou qu'elle reste. Mais si son oncle passait un grand moment à considérer et à décider, et avec de très graves regards, et ces graves regards dirigés vers elle et finalement contre elle, et décidait contre elle, elle pourrait ne pas être capable de paraître assez soumise et indifférente. Pendant ce temps, sa cause se développait favorablement. Cela commença de la part de lady Bertram par « J'ai quelque chose à vous dire qui vous surprendra. Madame Grant a invité Fanny à dîner. » « Bien, » dit sir Thomas, comme s'il attendait quelque chose de plus pour s'étonner. « Edmond désire qu'elle y aille, mais puis-je me passer d'elle ?»« Elle arrivera tard, » dit sir Thomas, prenant sa montre. « Mais quelle est votre difficulté ?» Edmond se trouva obligé de parler et remplit les vides de l'histoire de sa mère. Il dit le fait, et elle eut juste à ajouter. « C'est étrange, car madame Grant n'a jamais eu l'habitude de l'inviter. » « Mais c'est très naturel, » dit sir Thomas, après une courte délibération. « Maintenant qu'il n'y a plus de sœurs dans l'endroit, il n'y a rien qui, dans mon opinion, pourrait être plus naturel. Le fait que madame Grant fait preuve de civilité envers mademoiselle Price, envers la nièce de lady Bertram, ne devrait pas demander d'explication. La seule surprise que je puis ressentir est que ceci soit la première occasion de le témoigner. Fanny était parfaitement juste en ne donnant qu'une réponse conditionnelle. Elle semble se conduire comme elle doit. Mais comme je conclus qu'elle doit désirer y aller, car les jeunes aiment de se trouver ensemble,
Je ne vois aucune raison pour lui refuser cette faveur. Mais puis-je me passer d'elle, sir Thomas? Parfaitement, je crois que vous le pouvez. C'est toujours elle qui fait le thé, vous savez, quand ma sœur n'est pas ici. Votre sœur peut-être se résoudra à passer la journée avec nous, et je serai certainement à la maison. Très bien, alors, Fanny peut partir, Edmond. La bonne nouvelle la suivit vite. Edmond frappa à sa porte en se rendant dans sa chambre. Bien, Fanny, tout s'est heureusement arrangé, et sans la moindre hésitation de la part de votre oncle. Il n'avait qu'une opinion. Vous allez y aller. Merci. Je suis si heureuse, fut la réponse instinctive de Fanny. Cependant, quand elle se détourna de lui et ferma la porte, elle ne put s'empêcher de penser. Et pourtant, pourquoi suis-je si heureuse? Car je ne suis pas certaine que je ne verrai ni n'entendrai là quelque chose qui puisse me peiner. En dépit de cette conviction, cependant, elle était heureuse. Aussi simple que cette invitation pût sembler pour d'autres yeux, elle avait une importance et une nouveauté pour les siens, car en décomptant la journée de Sofferton, elle avait rarement dîné dehors auparavant, et bien qu'elle ne s'éloignât que d'un demi-mille, et seulement pour y rencontrer 3 personnes, c'était quand même dîner dehors, et tous les petits détails de la préparation étaient des plaisirs en eux-mêmes. Elle ne recevait ni sympathie ni assistance de la part de ceux qui auraient dû comprendre ses sentiments et diriger ses goûts, car lady Bertram n'avait jamais pensé à se rendre utile à personne, et madame Norris, lorsqu'elle vint le lendemain, à la suite d'un appel matinal et d'une invitation de sir Thomas, était de très mauvaise humeur et semblait n'avoir que la seule intention de diminuer, autant que possible, le plaisir présent et futur de sa nièce. Croyez-moi, Fanny, vous êtes bien favorisée de rencontrer tant d'attention et de bonté. Vous devriez être très reconnaissante envers madame Grant de ce qu'elle ait pensé à vous, et envers votre tante de ce qu'elle vous y laisse aller, et vous devriez considérer cela comme quelque chose d'extraordinaire, car je suis sûre que vous vous rendez compte qu'il n'y a réellement aucune raison pour que vous soyez invitée en une telle occasion, ou que vous dîniez jamais dehors. Et c'est une chose que vous ne devez pas vous attendre à voir se répéter. Vous ne devez pas non plus vous imaginer que cette invitation signifie un compliment particulier pour vous. Le compliment s'adresse à votre oncle, votre tante et moi. Madame Grant pense que c'est une civilité qu'elle nous doit de faire un peu attention à vous. Autrement, cela ne lui serait jamais venu en tête. Et vous pouvez être tout à fait certaine que si votre cousine Julia avait été à la maison, vous n'auriez pas été invitée du tout. Madame Norris avait si ingénieusement exclu toute faveur de la part de madame Grant que Fanny, qui se sentait obligée de répondre, put seulement dire qu'elle était très obligée de ce que sa tante Bertram la laissait aller, et qu'elle avait l'intention de mettre le travail du soir de sa tante dans un état tel qu'on pourrait s'empêcher de la croire absente. « Oh, si cela dépend de cela, votre tante peut très bien se passer de vous. Sinon, elle ne vous permettrait pas d'y aller. Je serai ici. Aussi, soyez tout à fait tranquille au sujet de votre tante. Et j'espère que vous aurez une journée très agréable et que vous trouverez chaque chose aussi délicieuse que possible. Mais je dois remarquer que 5 est le plus ennuyeux de tous les nombres pour s'asseoir à table. Et je ne puis m'empêcher d'être surprise qu'une femme aussi élégante que madame Grant n'ait rien pu arranger de mieux. Et autour de leur énorme grande et large table qui remplit si terriblement la chambre. Si le docteur avait accepté de prendre ma table à dîner quand je suis partie, comme n'importe quelle personne de bon sens l'aurait fait, au lieu de prendre cette nouvelle et absurde table qui est plus large, vraiment plus large que la table du dîner ici, ça aurait été infiniment mieux. Et combien plus aurait été respecté, car les gens ne sont jamais respectés quand ils sortent de leur propre sphère. Rappelez-vous cela, Fanny. 5, seulement 5 à s'asseoir autour de cette table. Quoi qu'il en soit, vous aurez à dîner en suffisance pour 10, j'ose le dire. Madame Norris reprit sa respiration et continua. Le non-sens et la folie des gens sortant de leur rang et essayant de paraître plus qu'ils ne sont me font croire que j'ai raison de vous donner une suggestion, Fanny, maintenant que vous allez dans le monde sans aucun de nous. Et je vous supplie avec force de ne pas vous mettre en avant, de ne pas parler et donner votre opinion, comme si vous étiez l'une de vos cousines, comme si vous étiez cette chère madame Rushworth ou Julia. Cela n'ira jamais, croyez-moi. Rappelez-vous, où que vous soyez,
que vous devez être l'inférieure et la dernière, et quelle que soit l'attitude de mademoiselle Crawford au presbytère. Vous n'avez pas à prendre sa place. Et en ce qui concerne votre départ, le soir, vous devez rester juste aussi longtemps qu'Edmond le décidera. Rapportez-vous-en à lui pour cela. Oui, madame, je ne penserai pas à autre chose. Et s'il pleuvait, ce que je crois très probable, car je n'ai jamais vu de ma vie de telles menaces d'un soir pluvieux, vous devez vous arranger du mieux que vous le pouvez et ne pas espérer que la voiture sera envoyée pour vous. Je ne rentrerai certainement pas à la maison ce soir, et, de ce fait, la voiture ne sera pas sortie pour moi. Ainsi, vous devez vous accommoder de ce qui peut arriver et prendre vos affaires en conséquence. Sa nièce trouvait cela parfaitement raisonnable. Elle estimait ses propres désirs de confort aussi bas que madame Norris elle-même pourrait le faire. Et quand sir Thomas, aussitôt après, dit en ouvrant la porte « Fanny, à quel moment voulez-vous que la voiture vienne ?» Elle ressentit un tel étonnement qu'elle se sentit incapable de parler. « Mon cher sir Thomas !» cria madame Norris, rouge de colère. « Fanny peut marcher !»« Marcher ?» répéta sir Thomas sur un ton sans réponse, avec la plus haute dignité et en avançant dans la chambre. « Ma nièce aller à pied vers un dîner où elle est invitée, en ce moment de l'année ? Est-ce que 4h20 vous convient ?» « Oui, monsieur », fut l'humble réponse de Fanny, donnée comme si elle éprouvait presque les sentiments d'un criminel envers madame Norris. Et, ne supportant pas de rester avec elle dans ce qui aurait pu sembler un secret état de triomphe, elle suivit son oncle hors de la pièce, étant restée après lui assez longtemps pour entendre ces mots prononcés avec une coléreuse agitation. « Tout à fait inutile, beaucoup trop aimable. Mais Edmond y va, vrai. C'est pour Edmond. J'ai observé qu'il était enroué jeudi soir. » Mais cela ne pouvait en imposer à Fanny. Elle sentait que la voiture était pour elle, et pour elle seule, et cette délicatesse de son oncle, venant immédiatement après un tel discours de sa tante, lui coûta des larmes de gratitude quand elle fut seule. Le cocher arriva à la minute suivante. L'autre minute amena le gentleman. Et comme la dame était, avec la plus grande crainte d'être en retard, restée assise quelques minutes dans le salon, sir Thomas les vit sortir juste dans le temps que ses propres habitudes de correcte ponctualité auraient requis. « Maintenant, je dois vous regarder, Fanny, » dit Edmond avec le gentil sourire d'un frère affectueux, « et vous dire que je vous aime ainsi. Et, pour autant que je puisse en juger par cette lumière, vous semblez très gentiment mise. Que portez-vous ?»« La nouvelle robe que mon oncle a été si bon de me donner pour le mariage de ma cousine. J'espère qu'elle n'est pas trop belle, mais j'ai pensé que je devais la mettre aussi vite que je le pourrais, car il se peut que je n'ai plus d'autre occasion durant tout l'hiver. J'espère que vous ne me trouvez pas trop bien. » « Une femme ne peut jamais être trop bien quand elle est tout en blanc. Non, je ne vois rien de trop bien pour vous. Tout est parfaitement ce qu'il faut. Votre toilette semble très jolie. J'aime ce tissu moiré. Est-ce que mademoiselle Crawford n'a pas une robe qui lui ressemble ?» En approchant du presbytère, ils passèrent tout près de l'écurie et de la remise des voitures. « Eh » dit Edmond, « il y a du monde, voici une voiture. Qui ont-ils reçu pour nous rencontrer ?» Et, baissant la glace de côté pour mieux distinguer, « C'est à Crawford. C'est le barouchet de Crawford. Je proteste, ce sont ses 2 propres hommes qu'il a remise dans son ancien coin. Il est ici, évidemment. C'est une grande surprise, Fanny. Je serais très content de le voir. » Ce n'était ni le temps ni l'occasion pour Fanny de dire combien elle sentait différemment. Mais l'idée d'avoir quelqu'un pour l'observer augmenta beaucoup l'agitation avec laquelle elle accomplit la terrible cérémonie d'entrée dans le salon. Dans le salon, il y avait certainement M. Crawford. Il était arrivé depuis juste assez de temps pour être prêt pour le dîner, et les sourires et les regards contents des 3 autres, debout autour de lui, montraient combien était appréciée sa soudaine résolution de passer quelques jours chez eux en quittant Bath. La rencontre fut très cordiale entre lui et Edmond, et, excepté pour Fanny, le plaisir était général. Et, même pour elle, il pouvait y avoir quelque avantage à sa présence, car chaque addition au nombre des invités devait plutôt aider son ferme désir de rester assise, en silence, et sans qu'on s'occupât d'elle. Elle dut bientôt s'en rendre compte,
car bien qu'elle dût accepter, comme son propre esprit le lui disait, en dépit de l'opinion de sa tante Nourrice, d'être la principale dame de la compagnie, et toutes les petites conséquences s'ensuivant, elle trouva pendant qu'ils étaient à table un tel flux heureux dans la conversation qu'elle ne fut pas requise d'y prendre part. Il y avait tant à dire entre le frère et la sœur à propos de Bath, tant de choses entre les deux jeunes gens à propos de chasse, tant de choses à propos de la politique entre M. Crawford et le docteur Grant, et surtout tous ensemble entre M. Crawford et Mme Grant, pour lui laisser la plus charmante perspective de n'avoir qu'à écouter tranquillement et passer une journée très agréable. Elle ne pouvait complimenter le nouvel arrivant, de toute façon, sans manifester de l'intérêt à un plan pour l'extension de son séjour à Mansfield. Envoyer chercher ses chevaux à Norfolk, ce qui, suggéré par le docteur Grant, conseillé par Edmond et chaudement approuvé par les deux sœurs, fut rapidement en possession de son esprit, et il semblait désirer être encouragé même par elle pour se décider. Son opinion fut recherchée probablement comme devant renchérir sur les autres, mais ses réponses furent aussi courtes et indifférentes que la civilité le lui permettait. Elle ne pouvait souhaiter qu'il reste et aurait préféré qu'il ne lui ait pas parlé. Ses deux cousines absentes, spécialement Maria, lui revinrent davantage à l'esprit en le voyant, mais aucun souvenir embarrassant n'affectait son esprit à lui. Il était de nouveau au même point où tout s'était passé précédemment et, apparemment, aussi désireux de rester et d'être heureux sans les demoiselles Bertram, que s'il n'avait jamais connu Mansfield en aucun autre état. Elle les entendit lui parler de cela uniquement en général, jusqu'à ce qu'ils fussent tous à nouveau réunis dans le salon, quand Edmond, étant engagé à l'écart dans une conversation sur quelque sujet d'affaires avec le docteur Grant, ce qui semblait les absorber entièrement, et madame Grant étant occupée à la table à thé, il commença à parler d'elle plus particulièrement avec son autre sœur. Avec un sourire significatif qui le fit haïr entièrement par Fanny, il dit « Ainsi, Rushworth et sa belle épouse sont à Brighton. Je comprends. Heureux homme. Oui, ils sont allés là-bas il y a environ 15 jours. Mademoiselle Price, est-ce juste? Et Julia est avec eux? Et monsieur Yates, je présume, n'est pas loin. Monsieur Yates? Oh, nous ne savons rien de monsieur Yates. Je ne pense pas qu'il figure dans les lettres adressées à Mansfield, n'est-ce pas, mademoiselle Price? Je pense que mon amie Julia a mieux à faire qu'à entretenir son père de monsieur Yates. Pauvre Rushworth, avec ses 42 répliques, continua Crawford. Personne ne pourra jamais les oublier. Pauvre garçon, je vois maintenant sa peine et son désespoir. Je me trompe beaucoup si sa chère Maria désire jamais qu'il déclame ses 42 répliques. Ajoutant avec un sérieux momentané. Elle est trop bien pour lui. Beaucoup trop bien. Et alors, changeant de nouveau son ton avec une galante gentillesse, et s'adressant à Fanny, il dit « Vous étiez la meilleure amie de M. Rushworth. Votre gentillesse et votre patience ne pourront jamais être oubliées. Votre infatigable patience en essayant de le rendre capable d'étudier son rôle, en essayant de lui donner un cerveau que la nature lui a refusé. Il se peut qu'il n'ait pas assez de sens lui-même pour priser votre amabilité, mais je peux me risquer à dire que c'était à l'honneur de tout le reste de la société. » Fanny rougit, mais ne dit rien. « C'est un rêve, un plaisant rêve, continua-t-il, après quelques minutes de rêverie. Je songerai toujours à nos spectacles avec un plaisir exquis. Il y avait un tel intérêt, une telle animation, une telle dépense d'esprit. Chacun le sentait. Nous étions tous intéressés. Il y avait de l'occupation, de l'espoir, de la sollicitude, du mouvement pour chaque heure du jour. Toujours quelques petites objections, quelques petits doutes, quelques petites anxiétés à surmonter. Je n'ai jamais été plus heureux. Avec une silencieuse indignation, Fanny se répéta à elle-même. Jamais plus heureux qu'en faisant ce que vous saviez être injustifiable, jamais plus heureux qu'en vous conduisant d'une façon si déshonorante et si inhumaine. Oh, quel homme corrompu! Nous avons été malchanceux, mademoiselle Price, continua-t-il à voix plus basse, afin de ne pas être entendu d'Edmond, et ne se rendant pas compte du tout des sentiments de la jeune fille. Nous avons certainement été malchanceux. Une autre semaine, rien qu'une autre semaine aurait été suffisante pour nous,
Je pense que si nous avions pu disposer des événements, si Mansfield Park avait été sous l'influence des vents juste pour une semaine ou deux aux environs de l'équinoxe, il y aurait eu une différence. Non pas que nous aurions compris sa sécurité à cause de quelque terrible température, mais simplement à cause d'un vent vraiment contraire, ou calme. Je pense, mademoiselle Price, que nous aurions été satisfaits avec une semaine de calme dans l'Atlantique à cette saison. Il semblait déterminé à avoir une réponse, et Fanny, détournant son visage, avec un ton plus sérieux que d'habitude. « Aussi loin que cela me concerne, monsieur, je n'aurais pas voulu retarder son retour d'un jour. Mon oncle désapprouvait tout cela si entièrement, quand il arriva, que, dans mon opinion, chaque chose avait complètement été assez loin. Elle ne lui avait jamais tant parlé à la fois dans sa vie, et elle n'avait jamais parlé à personne sur un ton aussi colérique, et quand son discours fut fini, elle trembla et rougit de sa propre audace. Il fut surpris, mais après l'avoir considérée en silence pendant quelques minutes, il répondit sur un ton plus calme, plus grave et plein de conviction. « Je crois que vous avez raison. C'était plus amusant que prudent. Nous devenions trop bruyants. » Et ensuite, détournant la conversation, il aurait voulu l'engager sur quelque autre sujet, mais ses réponses étaient si timides et si peu engageantes qu'il ne put avancer en aucun. Mademoiselle Crawford, qui avait à plusieurs reprises regardé le docteur Grant et Edmond, observa alors. « Ces messieurs doivent avoir quelques points très intéressants à discuter. »« Le plus intéressant du monde, » répondit son frère. « Comment obtenir de l'argent, comment faire d'un bon revenu un meilleur. Le docteur Grant donne à Bertram des instructions au sujet de la vie dans laquelle il va bientôt entrer. Il se trouve qu'il entre dans les ordres dans quelques semaines. Je suis content d'entendre que Bertram sera si bien à l'aise. Il aura un très beau revenu avec lequel faire des ricochets et gagner sans beaucoup d'ennui. Je pense qu'il n'aura pas moins de 700 livres par an, ce qui est une belle chose pour un fils cadet, et comme, évidemment, il voudra vivre chez lui, tout cela sera pour ses menus plaisirs. Et un sermon à Noël et à Pâques sera, je suppose, la somme totale de ses sacrifices. » Sa sœur essaya de chasser ses sentiments en disant « Rien ne m'amuse plus que la manière aisée dont chacun fixe l'abondance de ceux qui ont beaucoup moins qu'eux. Cela vous semblerait plutôt peu, Henry, si vos menus plaisirs se limitaient à 700 livres l'an. » Peut-être, mais tout cela, vous savez, est entièrement relatif. Droit d'aînesse et habitude doivent régir les affaires. Bertram est certainement bien pour un cadet, même d'une famille de baronnets. Quand il aura 24 ou 25 ans, il aura 700 livres par an sans avoir rien à faire pour les gagner. Mademoiselle Crawford aurait pu dire qu'il y avait un quelque chose à faire et à souffrir pour cela, à quoi elle n'aurait pu penser légèrement, mais elle se contint et laissa passer l'incident, et elle essaya de paraître calme et indifférente quand, peu de temps après, les deux messieurs les rejoignirent. « Bertram, dit Henry Crawford, je me fais une règle de venir à Mansfield pour vous entendre prêcher votre premier sermon. Je viendrai dans l'intention d'engager un jeune débutant. Quand sera-ce ? Mademoiselle Price, ne voulez-vous pas vous joindre à moi pour encourager votre cousin ? Ne voulez-vous pas vous engager à garder les yeux fermement fixés sur lui tout le temps, comme je ferais, pour ne pas perdre un mot, ou simplement de détourner le regard pour noter toute phrase d'une beauté prééminente ? Nous nous pourvoirons de tablettes et d'un crayon. Quand sera-ce ? Vous devez prêcher à Mansfield, vous savez, pour que Sir Thomas et Lady Bertram puissent vous entendre. Je me tiendrai à l'écart de vous, Crawford, aussi longtemps que je pourrai, dit Edmond, car vous serez plutôt là vraisemblablement pour me déconcerter, et je regretterai plus de vous voir vous essayer à cela que n'importe quel autre. Va-t-il sentir ceci ? Pensa Fanny. Non, il ne peut rien sentir comme il le devrait. La partie étant maintenant bien organisée et la conversation intéressante, elle resta tranquille. Et comme une table de whist fut formée après le thé, formée, en réalité, pour l'amusement du docteur Grant, par son attentive épouse, quoique cela n'eût pas été prévu ainsi, et comme mademoiselle Crawford apprêtait sa harpe, elle n'avait rien d'autre à faire qu'à écouter, et sa tranquillité ne fut pas troublée pendant le reste de la soirée,
excepté quand M. Crawford lui adressait de temps en temps une question ou une observation à quoi elle ne pouvait éviter de répondre. Mademoiselle Crawford était trop vexée de ce qui s'était passé pour être dans une humeur autre que musicale. Avec cela, elle se calmait elle-même et distrayait ses amis. L'assurance qu'Edmond allait prendre les ordres si prochainement, tombant sur elle comme un coup qui avait été retardé et qu'elle avait toujours espéré incertain et éloigné, fut ressentie avec ressentiment et tristesse. Elle était très fâchée contre lui. Elle avait cru son influence plus forte. Elle avait commencé à songer à lui, elle sentait qu'elle avait commencé, avec une grande considération, avec des intentions presque décidées, mais elle le rencontrerait maintenant avec les mêmes sentiments froids que les siens. Il était évident qu'il ne pouvait avoir de vue sérieuse, ni de sincère attachement pour se fixer lui-même dans une situation vers laquelle, il devait le savoir, elle ne se laisserait jamais aller. Elle devait apprendre à l'égaler dans son indifférence. Elle devait dorénavant accepter ses attentions sans autre arrière-pensée qu'un amusement momentané. Si elle pouvait ainsi commander ses affections, les sourires ne lui nuiraient pas. Chapitre 6. Henry Crawford avait vraiment désiré, le lendemain matin, passer encore 15 jours à Mansfield, et ayant envoyé chercher ses chevaux et écrit quelques lignes d'excuses à l'amiral, il regardait sa sœur, comme il scellait et rejetait la lettre, et ne pensant plus au reste de la famille, il dit avec un sourire : « Et comment croyez-vous que j'ai l'intention de m'amuser, Marie, pendant les jours où je ne chasserai pas ? Je suis devenu trop vieux pour sortir plus que 3 fois par semaine, mais j'ai un projet pour les jours intermédiaires. Et que pensez-vous qu'il soit ? Vous promener et monter à cheval avec moi, sans doute ? Pas tout à fait. Bien que je serais heureux de faire les deux, mais ce serait un exercice uniquement physique, et je dois prendre soin de mon esprit. Et puis cela serait entièrement récréation et plaisir, sans le saint alliage du travail, et je n'aime pas de manger le pain de l'oisiveté. Non, mon plan est de me faire aimer de Fanny Price. Fanny Price ? Non-sens ! Vous devriez être satisfait avec ces 2 cousines. Mais je ne puis être satisfait sans Fanny Price, sans faire un petit trou dans le cœur de Fanny Price. Vous ne semblez pas voir avec exactitude les droits qu'elle a à être remarquée. Pendant que nous lui parlions hier soir, personne de vous ne semblait sensible à l'étonnant embellissement de son allure depuis ces dernières 6 semaines. Vous la voyez chaque jour et, en conséquence, vous ne le remarquez pas, mais, je vous assure, elle est complètement différente de ce qu'elle était en automne. Elle était alors simplement une tranquille, modeste jeune fille, uniquement pas laide, mais maintenant elle est absolument gentille. J'avais l'habitude de penser qu'elle n'avait ni tempérament ni contenance, mais si, avec cette douce peau qu'est la sienne, si souvent teintée par une rougeur, comme ce fut le cas hier, c'est évidemment une beauté. Et d'après ce que j'ai observé de ses yeux et de sa bouche, je ne désespère pas qu'il soit capable d'expression, si seulement elle avait quelque chose à exprimer. Et alors son air, ses manières, son tout ensemble, est embelli d'une façon indescriptible. Elle doit avoir grandi de 2 pouces au moins depuis octobre. Pou, pou ! Ceci est simplement parce qu'il n'y a pas de grande femme avec qui la comparer, et parce qu'elle a une nouvelle robe et que vous ne l'aviez jamais vue si bien habillée auparavant. Elle est juste ce qu'elle était en octobre, croyez-moi. La vérité est qu'elle était la seule jeune fille de la compagnie en vue, et que vous devez avoir quelqu'un. Je l'ai toujours pensée jolie, pas d'une façon brillante, mais assez jolie, comme on dit. Une sorte de beauté qui croit par elle-même. Ses yeux devraient être plus foncés, mais elle a un doux sourire. Mais quant à ce merveilleux degré d'embellissement, je suis sûre qu'il se réduit à une meilleure robe et au fait que vous n'aviez personne d'autre à regarder. Et en conséquent, si vous établissez un flirt avec elle, vous ne me persuaderez jamais que c'est un compliment à sa beauté et que cela tient à quelque autre chose que votre oisiveté et votre folie. Son frère ne donna qu'un sourire à son accusation et dit immédiatement après : « Je ne sais pas exactement que faire de mademoiselle Fanny. Je ne la comprends pas. Je ne pourrais dire ce qu'elle était hier. Quel est son caractère ? Est-elle solennelle ? Est-elle bizarre ? Est-elle prude ?
Pourquoi s'est-elle retirée en elle-même et m'a-t-elle regardé si gravement? J'ai pu à peine la faire parler. Je n'ai jamais été si longtemps de ma vie en compagnie d'une jeune fille, essayant de la divertir et réussissant si mal. Je n'ai jamais rencontré une jeune fille qui me regardait d'un air si grave. Je dois essayer d'en tirer le meilleur. Ses regards disent « Je ne veux pas vous aimer, je suis déterminée à ne pas vous aimer. » Et je le dis, elle le fera. Vous êtes fou. C'est ce qu'elle a d'attrayant, après tout. C'est le fait de ne pas s'intéresser à vous qui lui donne une peau tellement douce et qui la rend tellement plus grande et produit tous ses charmes et ses grâces. Je désire vraiment que vous ne la rendiez pas tout à fait malheureuse. Un petit amour peut, peut-être, l'animer et lui faire du bien, mais je ne veux pas que vous la fassiez plonger profondément, car elle est une des meilleures petites créatures qui ait jamais vécu, et elle est très sensible. « Je ne suis ici que pour 15 jours, dit Henry. Et si 15 jours peuvent la tuer, elle doit avoir une constitution que rien ne pourrait sauver. Non, je ne lui ferai aucun mal, chère petite âme. Je souhaite seulement qu'elle me regarde gentiment, qu'elle me donne des sourires aussi bien que des rougeurs, qu'elle me garde une chaise près d'elle où qu'elle puisse être, et qu'elle soit tout animée quand je la rejoins et que je lui parle, qu'elle pense comme je pense, qu'elle s'intéresse à toutes mes affaires et mes plaisirs, qu'elle essaie de me garder plus longtemps à Mansfield, et qu'elle sente, lorsque je partirai, qu'elle ne pourra plus jamais être heureuse de nouveau. Je ne désire rien de plus. » La modération en personne, dit Marie. Je ne pense plus avoir de scrupules maintenant. Eh bien, vous aurez assez de possibilités pour essayer de vous recommander, car nous sommes souvent ensemble. Et sans tenter aucune autre remontrance, elle abandonna Fanny à son destin. Un destin qui, si le cœur de Fanny n'avait pas été gardé d'une manière insoupçonnée de mademoiselle Crawford, aurait pu être un peu plus dur qu'elle ne l'aurait mérité, car, quoique, sans doute, il y ait des jeunes filles de 18 ans impossibles à conquérir, sinon nous ne pourrions rien lire à leur propos, et qui ne se laissent pas persuader d'aimer contre leur gré par tout ce que les talents, les manières, les attentions peuvent faire, je n'ai pas la tentation de croire Fanny l'une d'elles, ou de penser qu'ayant autant de disposition à la tendresse et autant de goût qu'elle n'en a, elle put avoir sauvé de la galanterie l'entièreté de son cœur, bien que ce ne fût qu'une cour galante de 15 jours, d'un homme tel que Crawford, en dépit du fait qu'elle ait eu son opinion prévenue contre lui, si son cœur n'avait pas été engagé d'un autre côté. Avec toute la sécurité que le fait d'aimer un autre et de le mépriser pouvait apporter à la paix de l'esprit qu'il était occupé à attaquer, ses attentions continuelles mais non importunes, et s'adaptant de plus en plus à la gentillesse et à la délicatesse de son caractère, l'obligèrent très vite à le détester moins que précédemment. Elle n'avait en aucun cas oublié le passé, et elle pensait toujours autant de mal de lui, mais elle sentait son pouvoir. Il était amusant, et ses manières étaient tellement améliorées, elles étaient si sérieusement et si irréprochablement polies, qu'il était impossible de ne pas être courtois avec lui aussi. Quelques jours seulement furent suffisants pour arriver à ce résultat, et à la fin de ces quelques jours, des circonstances survinrent qui étaient plutôt de nature à favoriser ses intentions de lui plaire, car ces circonstances lui donnèrent un degré de bonheur qui devait la disposer à être contente de tout le monde. William, son frère, le frère si chèrement aimé et absent depuis si longtemps, était de nouveau en Angleterre. Elle reçut une lettre de lui, quelques lignes joyeuses écrites en hâte, alors que le bateau remontait le Pas-de-Calais, le Channel, et envoyée par Portsmouth avec le premier bateau qui quitta l'Anvers, ancré à Spithead, et quand Crawford arriva avec, en main, le journal qui, il le croyait, apporterait les premières nouvelles, il la trouva tremblante de joie à cause de cette lettre, et écoutant, avec une attitude reconnaissante et heureuse, la gentille invitation que son oncle dictait calmement en retour. Ce n'était que le jour précédent que Crawford s'était complètement rendu maître du sujet, et était, en fait, devenu tout à fait conscient qu'elle avait un tel frère, et qu'il était sur un tel bateau, mais son intérêt alors excité ne se démentit pas, et le détermina, à son retour en ville, à essayer d'obtenir des informations au sujet de la période probable du retour de l'Anvers de la Méditerranée, etc.
et la chance qu'il rencontra le lendemain matin, en examinant très tôt les nouvelles se rapportant au bateau, sembla être la récompense de l'ingéniosité qu'il avait manifestée en trouvant un tel moyen de lui plaire, aussi bien que de la respectueuse attention qu'il avait témoignée envers l'amiral en prenant, pendant tant d'années, le journal reconnu comme ayant les plus rapides nouvelles navales. Il prouva, cependant, qu'il était en retard. Tous ces aimables sentiments qu'il avait espéré provoquer lui-même s'étaient déjà manifestés. Mais l'intention, la gentillesse de son intention, fut reconnue avec reconnaissance, tout à fait avec reconnaissance et chaleur, car son amour pour William la fit sortir de son habituelle timidité. Ce cher William serait bientôt parmi eux. Il ne pouvait y avoir aucun doute qu'il obtiendrait immédiatement sa permission, car il était encore un sous-officier, et comme ses parents, habitant sur les lieux, devaient déjà l'avoir vu, et peut-être même l'avoir vu tous les jours, son congé pourrait, avec justice, être consacré instantanément à sa sœur, qui avait été sa meilleure correspondante pendant 7 ans, et 10 jours à peine avaient passé depuis que Fanny avait été dans l'agitation de son premier dîner en visite, quand elle se trouva elle-même dans un état d'une agitation extraordinaire, surveillant tout du hall, du porche, de l'escalier, pour essayer d'entendre le premier bruit de la voiture qui devait lui apporter un frère. Il vint heureusement, alors qu'elle était ainsi occupée à l'attendre, et il n'y eut ni cérémonie, ni crainte de retarder le moment de la rencontre. Elle était avec lui comme il entra dans la maison, et les premières minutes exquises n'eurent ni interruption, ni spectateurs, à moins que les servantes postées là pour ouvrir les portes nécessaires puissent être considérées. Ceci était exactement ce que sir Thomas et Edmond avaient convenu séparément, comme chacun d'eux le prouva à l'autre, par le sympathique empressement avec lequel tous les deux conseillèrent à madame Norris de rester où elle était, au lieu de se précipiter dans le hall dès que le bruit de l'arrivée leur parvint. William et Fanny se montrèrent rapidement, et sir Thomas eut le plaisir de recevoir, avec son protégé, un jeune homme certainement très différent de celui qu'il avait équipé 7 ans auparavant, mais un jeune homme d'une contenance ouverte, plaisant et franc, simple, mais sensible et respectueux, et tel qu'il se confirma être son ami. Il fallut du temps à Fanny avant qu'elle pût calmer l'agitation joyeuse qu'une telle heure avait créée par la dernière demi-heure d'attente et la première de jouissance. Il se passa quelque temps pour qu'elle se sentît heureuse, avant même qu'elle pût le dire, avant que la déception inséparable du changement de personne disparaisse, avant qu'elle pût voir en lui le même William que précédemment, et lui parler comme son cœur avait désiré le faire depuis tant d'années. Ce moment, cependant, vint graduellement, hâté par une affection aussi chaude chez lui que la sienne, et beaucoup moins encombrée de raffinement ou de destruction de soi-même. Elle était le premier objet de son amour, mais c'était un amour que son caractère plus ferme et son tempérament plus hardi rendaient aussi naturel pour lui à exprimer qu'à ressentir. Le lendemain, ils se promenaient ensemble avec un plaisir sincère, et chaque matin successif renouvelait un tête-à-tête que sir Thomas ne pouvait observer qu'avec complaisance, même avant que Edmond le lui ait fait remarquer. Excepté les moments d'enchantement particuliers que n'importe quelle circonstance marquée ou imprévue de la considération d'Edmond pour elle avait provoqué dans les quelques mois précédents, Fanny n'avait jamais connu autant de félicité dans sa vie que pendant ses rapports confiants, sans heurts et sans contrainte, avec le frère et ami qui lui ouvrait tout son cœur, lui racontant tous ses espoirs et ses craintes, ses plans et sa sollicitude concernant cette promotion bénie, chèrement gagnée, justement méritée, et à laquelle il avait pensé si longtemps, qui pouvait lui donner de directes et minutieuses informations des pères et mères, frères et sœurs, au sujet de qui elle avait si peu de nouvelles, qui s'intéressait à tout son bien-être et ses petits ennuis de sa maison à Mansfield, prêt à penser comme elle le voulait au sujet de chaque membre de cette maison, ou différant seulement par une moins scrupuleuse opinion et un mépris plus bruyant de leur tante Norris, et avec qui, peut-être avec l'indulgence la plus chère de toutes, tout le mal et le bien de leurs plus jeunes années pourraient être évoqués de nouveau, et chacune de ses peines et chacun de ses plaisirs réveillés avec le plus tendre souvenir. Et ceci est un avantage, un fortifiant pour l'amour.
Le lien conjugal lui-même est ici en dessous du lien fraternel. Les enfants d'une même famille, d'un même sang, ayant les mêmes premières associations et habitudes, ont en leur pouvoir certaines sources de joie auxquelles aucun apport nouveau ne peut suppléer. Et ce ne peut être que par un long éloignement contre nature, par une séparation que nul changement ne peut justifier, que de tels précieux souvenirs des plus précoces attachements peuvent être entièrement détruits. Il en est ainsi trop souvent, hélas. L'amour fraternel, presque plus précieux que tout, quelquefois est pour d'autres moins que rien. Mais chez William et Fanny Price, c'était encore un sentiment dans toute sa primeur et sa fraîcheur, qu'aucune opposition d'intérêt n'avait blessé, qu'aucun attachement séparé n'avait refroidi, et que le sentiment du temps et de l'absence venait seulement renforcer. Une affection aussi aimable haussait chacun d'eux dans l'opinion de tous ceux dont les cœurs pouvaient estimer les bonnes choses. Henry Crawford en était frappé autant que n'importe qui. Il rendait honneur à la chaleureuse et brusque affection du jeune marin qui le poussa à dire, avec sa main étendue vers la tête de Fanny, « Vous savez, je commence déjà à aimer cette façon bizarre, bien que, lorsque j'ai entendu pour la première fois parler de telles choses se passant en Angleterre, je n'ai pu le croire, et quand Madame Brown et l'autre femme au bureau du commissaire à Gibraltar apparurent dans le même accoutrement, j'ai pensé qu'elles étaient folles. Mais Fanny peut me réconcilier avec n'importe quoi. » Et il vit, avec une admiration vive, la rougeur des joues de Fanny, l'éclat de ses yeux, son profond intérêt, son attention profonde pendant que son frère racontait l'un des grands hasards ou des scènes terribles qu'une telle période passée en mer peut fournir. C'était une scène que Henry Crawford avait assez de sens moral pour estimer. Les charmes de Fanny augmentaient doublement, car la sensibilité qui embellissait son teint et illuminait son expression était une attraction en elle-même. Cela serait quelque chose d'être aimé par une telle jeune fille, d'exciter les premières ardeurs de son jeune esprit non sophistiqué. Elle l'intéressait plus qu'il l'avait prévu. Une quinzaine n'était pas suffisante. Son séjour devint illimité. William était souvent appelé par son oncle pour jouer le rôle de conteur. Ses récits étaient amusants par eux-mêmes, mais le principal but, en les écoutant, était de comprendre le narrateur, de connaître le jeune homme par ses histoires, et il écoutait ces clairs, simples et spirituels détails avec pleine satisfaction, voyant en eux la preuve de bons principes, la connaissance professionnelle, l'énergie, le courage et la bonne humeur, toutes choses bien méritantes et pleines de promesses. Jeune comme il l'était, William avait déjà vu beaucoup. Il avait été dans la Méditerranée, dans les Indes occidentales, en Méditerranée de nouveau, avait souvent été emmené à terre par la faveur de son capitaine, et dans le cours des 7 années avait connu toutes les variétés de dangers que la mer et la guerre peuvent offrir en commun. Avec de tels moyens en son pouvoir, il avait un droit à être écouté, et bien que madame Norris pût s'agiter dans la chambre et distraire tout le monde en quête de 2 aiguillets de fil ou de 2 boutons de chemise, en plein milieu du récit d'un naufrage ou d'une bataille, tous les autres étaient attentifs. Et Lady Bertram elle-même ne pouvait entendre de telles horreurs sans s'émouvoir, et quelquefois levait les yeux de son ouvrage pour dire « Pauvre de moi, combien c'est désagréable! Je me demande comment quelqu'un peut jamais aller en mer. » Il provoquait une impression différente chez Henry Crawford. Il aurait voulu avoir été en mer, et avoir vu et fait et souffert autant. Son cœur s'échauffait, son imagination s'enflammait, et il éprouvait le plus haut respect pour un garçon qui, avant d'avoir 20 ans, avait surmonté tant d'épreuves physiques et donné tant de preuves d'esprit. La gloire que procure l'héroïsme, l'opportunité, l'effort, l'endurance, le rendaient honteux, par contraste, de ses habitudes d'indulgence égoïste. Et il souhaitait avoir été un William Price, se distinguant et faisant son chemin vers la fortune et ses conséquences avec tant de respect de soi-même et de joyeuse ardeur, au lieu d'être ce qu'il était. Ce vœu était plutôt intense que durable. Il fut tiré de cette rêverie et du regret qu'elle lui donnait par quelques questions d'Edmond au sujet de ses plans pour la chasse du lendemain. Et il découvrit, à ce moment,
que c'était aussi bien d'être un homme riche, ayant des chevaux et des valets à ses ordres. C'était préférable, dans un certain sens, et cela lui donnait les moyens d'être obligeant envers ceux à qui il désirait faire plaisir. Avec son esprit, son courage et sa curiosité envers toute chose, William exprima le désir de chasser. Et Crawford put lui fournir une monture sans qu'il en résultât le moindre inconvénient pour lui-même, en craignant seulement de presser sir Thomas, qui connaissait mieux que son neveu la valeur d'un tel prêt, et en ayant seulement quelques alarmes à chasser chez Fanny. Elle avait peur pour William, nullement convaincue par tout ce qu'il pouvait relater de ces diverses chevauchées en des contrées variées, ou des mêlées dans lesquelles il avait été engagé, les rudes chevaux et mules qu'il avait montés, de toutes les effrayantes chutes dont il était sorti sain et sauf, ce qui le faisait en tout égal au chasseur bien nourri d'une chasse aux renards anglaise. Mais ce n'est pas avant qu'il revint sain et sauf, sans dommage ou accident, qu'elle pourrait être réconciliée avec le risque, ou ressentir quelque obligation envers M. Crawford pour avoir prêté le cheval qu'il avait promis de fournir. Quand il fut prouvé, de toute façon, que cela n'avait fait aucun mal à William, elle put se permettre de considérer cela comme une gentillesse, et peut-être même récompenser le propriétaire d'un sourire, quand l'animal fut de nouveau rendu à son usage, et le propriétaire, avec la plus grande cordialité et avec des manières auxquelles on ne put résister, céda l'usage de son cheval à William aussi longtemps qu'il resta dans le Northamptonshire.